Mesdames et messieurs, bienvenue au H2H Academy Podcast. On est à l'épisode 14 de la saison 2. Aujourd'hui, un invité spécial, toujours spécial nos invités, Charlie Fernandez, très heureux de le recevoir. Charlie est un entrepreneur en série qui navigue sur plus de 4 projets en même temps. Beaucoup d'employés, beaucoup de chefs d'affaires, beaucoup de gestion, beaucoup de voyages entre la France et le Québec. Il va venir nous parler de sa réalité d'entrepreneur, des défis qu'il entreprend au quotidien, des challenges qu'il a dû vivre dans le passé, mais aussi dans le présent. Très heureux de le recevoir. Je vous rappelle que cet épisode de podcast est commandité par nul autre que l'agence ludique et Émile Gagnon. Merci encore une fois de nous accueillir dans les studios. Très, très facile. Toutes les fois, on arrive ici. Tout est fait déjà, on s'assoit. On a juste notre petit logo à mettre en arrière, notre logo, notre bannière H2H Academy qu'on met en arrière. Mais sinon, tout le reste, Émile est là pour s'en occuper du début à la fin. Tout ce qu'on a à faire, c'est cracher dans le micro. Sans blague. Merci beaucoup. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Let's go! Crémeuse ou traditionnelle? OK, on commence avec ça. Crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse. Crémeuse, pourquoi? Évidemment. Parce qu'il y a plus de jus, c'est plus sympathique. OK, ça en dit long, hein? Mesdames et messieurs, merci Charlie d'être là aujourd'hui. Merci Je à te fais vous, un les court boys. intro pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es associé dans 3 différentes entreprises, beaucoup dans le marketing, au niveau de l'agence Réverbère. Ça fait combien de temps que vous On vient de fêter notre 7e anniversaire 7e. pour le Félicitations. Canada et on vient de fêter le 2e anniversaire pour la filiale en France. Pour Donc, la France ouais, aussi. Double. Eya, qui est une petit bébé. Ouais, 2 ans également, qu'on vient de fêter au mois d'août, 17 août si ma mémoire est bonne, mais qui est beaucoup plus du côté de TikTok, alors que les 2 premières sont beaucoup plus sur Facebook et sur Instagram. Êtes-vous en France aussi avec Eya? On commence tranquillement, pas vite, mais le marché par rapport à TikTok, d'un point de vue entreprise, puisque nous on travaille qu'avec des entreprises, est beaucoup moins mature. On donnait récemment une conférence, notamment au Pays Basque, à ce sujet-là, puis les gens sont arrivés avec des yeux grands écarquillés. On aurait dit, on parlait un petit peu de choses très complexes, alors que c'était des choses assez communes pour nous au Québec. Ouais. Ah ouais. Comme quoi, à 6000 km de distance, t'as pas mal de différence. Ah, les cultures sont pas les mêmes tout Exactement. à fait. Si je continue dans la lancée, aussi associé chez J-Jacques, en Oui, fait, monsieur. qui est un restaurant caché à Québec. Je dis caché parce que j'ai déjà été là avant de savoir que c'était ton restaurant, puis il a fallu que je le trouve. Ben, c'est un speakeasy. Ouais, c'est un speakeasy qui est situé dans le quartier Saint-Roch. Je ne donnerai pas la rue parce que sinon ça enlève un petit peu de plaisir aux gens qui ne sont jamais allés, on s'entend, ouais. Mais c'est un beau projet que je mène avec plusieurs autres associés et qui est passé déjà à travers la pandémie. Veux pas, c'est une bonne chose, surtout qu'on l'a lancé peu de temps avant, puis qui encore aujourd'hui fonctionne très bien et très bien apprécié. Je vous invite à aller voir les notations sur Google, c'est assez insane. Ça fait, comme tu as dit, 7 ans, Réverbère. Ouais. Jacques, un peu dans ces années-là aussi, Un petit j'imagine. peu plus jeune. Ça fait combien de temps que tu es en entrepreneuriat, globalement, ou que tu es en business? Il y aurait 2 dates que je pourrais vous donner. La première, c'est le moment où moi je file que je deviens vraiment entrepreneur. OK. Puis la deuxième, c'est le moment où je commence le cheminement et où je deviens entrepreneur. La deuxième, donc celle qui remonte il y a plus longtemps, je te dirais que c'est aux alentours de 2011, 2012, où je commence à rentrer un petit peu dans le monde en fait des agences et je commence un petit peu à faire de pige. Donc tu sais, t'es travailleur autonome, t'es freelance, mais tu fais pas vraiment, entre guillemets, ce qu'on entend par être entrepreneur Non. en termes de définition. Puis il y a 11 ans, donc 2-3 ans après la première date que j'évoquais, où là, je commence à avoir mes propres structures, où je comprends c'est quoi des acomptes provisionnels, on en parlait tantôt, des arrérages, un payroll, bref, là où tu comprends en fait tout ce qui n'est pas en fait en relation directe avec ton expertise. Moi, c'était le marketing et les communications, et qui fait partie intégrante de l'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est ça le moment où tu deviens entrepreneur, c'est quand tu commences à mettre la main sur des dossiers que tu connais pas du tout. La comptabilité, le légal, le RH, etc. Quand le gouvernement tape, Fédéral, provincial, international. Ah oui, donc. Quand tes responsabilités dépassent ton carré de sable, Exactement. à toi, définitif. Fait que ce que tu dis, c'est que tu as commencé comme freelance en marketing. Tu faisais Ouais. quoi? En fait, je m'étais fait crisser de ma job. L'anecdote est un petit peu connue. Ok. Et dans le bureau de mon CEO, dans l'époque, il me dit: qu'est-ce que tu veux faire maintenant que c'est terminé entre nous? Et moi, je dis: ce que tu fais, ça a l'air plus ou moins facile, donc je vais faire pareil. Ah, bah là! Mais pour vrai, c'est fendant, quoi, un peu. Et un
bring. Et donc, au final, j'ai la chance d'avoir un ami, d'ailleurs, avec qui j'étais pas plus tard que la semaine dernière, Rick, qui m'a dit, regarde, check, j'ai un mandat que j'aurais pas le temps de faire à la pige. Est-ce que tu veux le prendre? C'était un mandat, justement, de stratégie, vraiment, et d'opérationnalisation sur les réseaux sociaux, avec un petit peu de newsletter, un petit peu de Google Ads. Bref, un mandat un petit peu 360. Puis, en fait, je me suis servi de ce mandat-là pour shaper un semblant d'offre de service, créer, entre guillemets, une grille de prix, une grille de service. Bref, un truc bien simple. Et j'ai commencé à faire ma prospection avec ça. Puis, je te dirais qu'après mes 10 premiers mois en tant que travailleur autonome, j'avais déjà fait plus de 100 000 piastres de revenus. Donc, j'étais quand même bien content pour une première année. Quelle année, ça? C'était, je crois, si je te dis pas de bêtises, que c'était 2012-2013. OK, c'est dans le tout début des médias sociaux. Ouais. Là, 2012, 100 000 $, c'est de l'argent. Ah, ben... C'est de l'argent, là. Puis bon, à l'époque, j'étais pas un bon gestionnaire, donc je pensais que tout cet argent-là était pour moi. Je vivais comme un grand prince. Puis ensuite, il y a eu un retour à la vie réelle. Il s'appelle les taxes et les impôts. Ça s'appelle Revenu Québec. Mais à cette époque-là, 2012-2013, les entreprises qui étaient willing de faire des médias sociaux, who was them? C'était-tu des... Beaucoup de retail. Tu avais énormément de retail. Tu avais pas mal d'organisations dans le domaine de l'événementiel. Moi, déjà, à l'époque, j'avais pas mal de clients en B2B, notamment dans le domaine des services aux entreprises. Je veux dire, c'était quand même assez diversifié comme terme de portfolio client, mais j'avais pas une bonne offre de service dans le sens où j'avais pas de service qui permettait d'aller chercher, entre guillemets, de la rétention dans ce que je proposais. Puis dans notre industrie, avoir de la rétention, c'est ce qui te permet de dégager à terme du chiffre, on s'entend. Parce que si tu commences à faire 20 heures de prospection semaine, qu'il faut que tu fasses 10 heures de comptabilité d'admin, il faut que tu fasses 40 heures de production, tu t'en sors pas. Donc, c'est venu un petit peu avec le temps, tout ça. Puis, veux pas, j'ai affiné un petit peu la topologie de clients avec lesquels je travaillais. Et puis, à un moment, j'ai eu une belle opportunité, en fait, qui m'a permis de passer le gap que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que ces entreprises-là, c'était des entreprises bien établies ou Ouais, c'était plus ça, j'imagine, que des petites PME? Parce que les petites PME étaient beaucoup plus frileuses ou moins... J'avais un peu de tout, je te dirais. J'avais Ok. un peu de tout. J'avais des sociétés... j'en ai une qui me vient en tête, là, BIM One, qui était une solution qui proposait des solutions de BIM, donc dans le domaine de la construction, qui était vraiment, genre... ultra en avance sur son temps, qui était un chef de file au Québec, mais également en Amérique du Nord. Donc, on est vraiment sur du B2B ultra niché. J'avais Québec Numérique, avec qui j'ai travaillé très, très longtemps, qui est beaucoup plus dans le domaine dans l'événementiel. J'ai des agences comme Kilovolt, avec qui j'ai travaillé très longtemps. Donc, en fait, c'était une approche, un modèle d'affaires très différent de celui qu'on a actuellement avec les agences. Mais veux pas, tu sais, ça te met le pied à l'étrier. Tu commences à faire tes premières armes. Donc, c'est quand même le fun. Non, ben, je suis curieux parce que nous, on a commencé dans résidentiel et publicité sur le web, c'était en 2015, si je me trompe pas. Première publicité qu'on a faite. Google Ads, probablement? Non, Facebook. Facebook, avant Google, ben, c'était comme une erreur un peu parce qu'on avait dévié là-dedans. Initialement, on avait commencé en faisant des petits concours. Puis ces concours-là fonctionnaient vraiment bien. Donc, on a mis de la pub sur les concours. Puis là, c'est là que ça allait exploser les On mondes. avait une consultante numérique qui travaillait pour la Bibliothèque de Montréal. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est encore là. C'est Viria, c'est elle qui m'a coaché à commencer à faire des ads sur Facebook. Fuck, that was crazy. On était dans un Blue Ocean. là, C'était crazy. Honnêtement, au Québec, je trouve que tu sais, souvent on a un petit peu le syndrome de l'imposteur ou entre guillemets, tu sais, par rapport aux États-Unis, etc. Mais moi, je suis arrivé au Québec, ça fait 15 ans maintenant. Puis quand je compare l'évolution, puis même tu sais, le knowledge, puis le maillage au niveau de la communauté, partage de connaissances et tout ça par rapport aux réseaux sociaux au Québec, pour vrai, je trouve qu'on est très, très, très haute. Tu avais beaucoup de groupes à l'époque, justement sur Facebook, Community Manager du Québec, ce genre de choses, où tu avais beaucoup de community managers, de stratèges qui se donnaient des idées, des astuces et tout ça. Puis ça a permis de pas mal faire spinner la patente. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense qu'on est une référence dans le monde par rapport à tout ça, quoi. Ah, je trouve ça intéressant comme point de vue parce qu'on a toujours l'impression comme On tu est en dis- retard tout le temps. Ouais, moi j'ai souvent On est les l'impression cons. qu'on On est en a toujours retard. l'impression qu'on est les Check cons. l'exemple que je te donnais tantôt par rapport à TikTok. Tu sais, je veux dire, nous, aujourd'hui, on a la chance de travailler chez EIA avec de très, très, très grandes marques. On travaille avec Best Buy, on travaille avec Rôtisserie Saint-Hubert, on travaille avec Allo Mon Coco. Je veux dire, tu sais, on travaille avec des marques dans des domaines très, 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 très différents. On travaille avec Eldorado Gold, qui est une mine d'or, justement, au Québec. Et ces gens-là, tu vois, ils ont pleinement conscience de la place de TikTok d'un point de vue marketing, d'un point de vue RH, d'un point de vue communication. Quand on était en France, les gens à qui on a parlé, ils nous regardaient, ils capotaient, ils nous disaient, mais de quoi vous parlez, quoi. Et je veux dire, il y a des gens en France qui sont très compétents aussi par rapport aux réseaux sociaux. Mais encore une fois, tu sais, je veux dire, on part des fois avec des stéréotypes, des préconçus, et finalement, ça arrive qu'on se trompe. Mais c'est une nette avantage quand même de pouvoir avoir un pied à terre outre-mer puis ici, parce que dans le fond, tu es capable de voir l'évolution du marché. Si tu veux qu'ils sont arriérés, tu sais que someday, somehow, tu vas pouvoir rentrer ce créneau-là. Demande-toi pourquoi ils sont arriérés.
Moi, c'est l'action que je me pose. Tu vois, genre, parce qu'au final, tu as accès aux mêmes informations, tu sais, on s'entend. Ouais, On a tous. il y a des blocages c'est ça, tu sais. culturels, Ouais, puis tu sais, les valeurs Français, on est profondes. gossants. Si des fois, on n'aime pas avoir tort et dire qu'on a tort, c'est terrible, ou dire qu'on s'est trompé, ou dire qu'on va essayer la nouvelle affaire ou la nouvelle patente. Quand tu parce dis qu'on est ici, bien c'est en dans- France ou au Québec? Au Québec. Au Québec. Ah ouais. Tu sais, parenthèse, hein, ça fait maintenant plus longtemps que je suis expatrié que ce que j'ai vécu en France. Ah ouais? C'est insane, hein, cette Shit. année-là. Ça cette commence, année. ouais. C'est l'année de la bascule. On commence ça en force. Ben, c'est très rare qu'on reçoit sur le podcast un multi-entrepreneur. C'est sûr qu'au niveau des agences, ça semble similaire, mais il y a sûrement leurs défis qui sont différents. Mais tu sais, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a allumé un moment donné de dire, OK, restaurant, agence web, double agence web, outre-mer. Ouais. Comme, on le voit, t'as une énergie exceptionnelle, c'est contagieux. Mais comme, c'est quoi le spark qui fait, OK, je plante des graines dans différents secteurs, puis je veux me diversifier? On dit souvent un bon vendeur, c'est quelqu'un qui écoute avant de parler. Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui écoute et qui regarde. Puis moi, j'ai toujours eu, entre guillemets, je sais pas si c'est l'humilité ou une certaine conscience à regarder les choses qui se passent et à les analyser. Mais ce qui s'est passé avec Reverber, c'est que j'ai vu qu'Instagram sortait des chiffres incroyables sur les usagers actifs, sur l'augmentation des downloads de l'application, ce genre de choses-là. Puis j'ai regardé le marché, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de généralistes, mais qu'il y avait peu de spécialistes. Donc j'ai dit, Brad, c'est simple, il y a une opportunité de marché, on va essayer de développer un MVP, basse structure de coûts, un plan assez, entre guillemets, bien détaillé pour tenir sur un 12 à 18 mois. On le roule, et au bout de 18 mois, grosso modo, on fait les comptes, on regarde où est-ce qu'on en est. Ça a été ça pour Reverber, ça a été ça pour EIA, ça a été ça pour Reverber France. Le restaurant, c'est un petit peu différent. C'est plus une opportunité personnelle dans le sens où j'habitais avant à 100 mètres du restaurant et cherchais à avoir une place comme ça en fait à Québec. Donc, j'ai créé ce qui me manquait à moi, l'opportunité de marché que j'avais pas, entre guillemets. C'est nous qui l'avons créé avec mes associés. Donc, c'est un petit peu différent. Puis même, tu sais, la France ne veut pas. Oui, je voulais aller travailler sur la France parce que je pense qu'il y a ben des marques canadiennes qui gagneraient à être connues à être en France, puis ben des marques françaises qui gagneraient à être connues aux États-Unis et au Canada, puis on a la chance d'accompagner des marques qui vont des deux bords là entre guillemets, mais faut pas être égoïste. Moi, une des raisons pour laquelle je suis rentré en France, c'est parce que tu sais, j'ai mes parents qui vieillissent, j'ai mes amis qui sont là-bas, j'ai de la famille qui est là-bas, puis la France c'est un pays incroyable. Le problème c'est juste les Français, c'est pas la France le problème, on va se le dire. Donc tu sais, veux pas, tu sais, moi je suis content de rentrer en France, tu sais, genre tant que je reste pas plus de 3-4 semaines. Après 3-4 semaines, ou faut que je sois chez mes parents dans la montagne, que mon cellulaire il capte pas et que je sois tranquille, que j'aille faire le tour du lac, que je me fasse mes petits barbecues, que je fasse des trucs très simples en fait. T'as justement, je reprends un peu la question, mais autrement, tu as 3 business. Comment tu fais pour jongler avec tout ça, là, en plus de une qui est outre-mer, fait que quasiment 4, là, considérant ça. C'est comment de jongler au quotidien? Est-ce que tu la calcules comme étant une autre business? Ouais, je la ça, calcule je pense, vraiment parce que c'est une réalité au niveau du marché qui est totalement différente. C'est une entreprise en termes de maturité qui est très différente également. Je veux dire, c'est beaucoup... Oui, ce qu'on vend, entre guillemets, c'est pareil, mais comment on le vend, à qui on le vend, puis tu sais, c'est quoi les règles d'affaires, tu sais, le décorum en affaires. Moi, je suis quelqu'un qui mise beaucoup sur le savoir-être. Je dis pas qu'en France, on est tous des voleurs et des crosseurs, mais on a une culture d'affaires qui est très différente au Québec. Je trouve qu'au Québec, on a une culture d'affaires qui est beaucoup plus saine. On est beaucoup plus dans le respect, on est beaucoup plus dans la transparence, on tient beaucoup plus nos engagements. En France, des fois, c'est la sauvagerie, quoi. Tu dis, as-tu vraiment envie de faire ça? Moi, pour mes raisons à moi, oui, mais dans d'autres contextes, peut-être que j'aurais dit non. Bien honnêtement, j'aurais dit non. Donc, non, ça dépend vraiment. Ta question, à la base, c'était pas... Désolé, je suis parti. On va faire ça toute l'heure. C'est moi qui tiens le fil depuis avant. Je t'ai demandé c'était quoi l'étincelle. Ouais. Tu l'as expliqué. Tu as expliqué comment tu as lancé l'agence. L'étincelle, tu l'as expliqué pour le restaurant. Je me cherchais un spot. Mais moi, je veux savoir... Ah oui, comment je gère les 4 en même temps? Non, c'est pas ça. Comment... C'est quoi le spark qui a fait, OK, je lance une agence web? Parce que là, tu nous as parlé que tu étais très autonome, tu as fait 100 000, mais il manque un blank là, entre les deux que tu lances Studio Reverber, tu mets à l'épreuve parce que tu as analysé qu'Instagram. Ça, je comprends, mais pourquoi ça? Parce que tu sais, tu aurais pu devenir entrepreneur dans 400 autres domaines. Là. Quand j'ai arrêté d'être travailleur autonome, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Xavier Faroger, qui est l'ancien en fait CEO de Crack Media. Les puristes connaîtront. Et mon associé actuel, Tristan, qui travaillait un jour pour ce gars, m'a dit « Faut que je te présente quelqu'un, tu le connais pas, il veut te rencontrer. »
Et c'était au mois de juillet, il y a une quinzaine d'années, grosso modo. Et je vais chez lui, il me parle d'un projet qui allait devenir en fait un startup studio, Maple Inside. Et petit à petit, moi, j'ai laissé en fait mes clients aller et je suis rentré en tant que senior partner là-bas. Good. Et pendant 2-3 ans, en fait, on a travaillé avec des startups en amorçage où nous, on finançait en fait la croissance des entreprises par le biais en fait des gens qu'on mettait à la disposition de ces startups-là. Donc, on n'injectait pas du capital financier, on injectait du capital humain contre une prise d'équité en fait dans le capital de ces sociétés-là. Et veut pas, on a été amené à avoir différents types d'entreprises, différentes topologies d'entrepreneurs, puis de mettre entre guillemets le doigt dans différents leviers de croissance avec des budgets qui étaient très intéressants. Et à une époque où dépenser, mettons, 20-30 000 piastres par mois sur Facebook, c'était énorme. Nous, on avait la chance de faire ces montants-là. Donc, on a eu des contacts avec... à l'époque, on avait un rep à Facebook parce qu'à l'époque, Facebook avait un bureau à Montréal. À l'époque, back in the days. Un bureau. Ouais, exactement. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a eu les chiffres d'Instagram. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à faire des tests avec des bots qui allaient, entre guillemets, scraper de la data et faire des interactions. Bref, tu as vraiment eu un côté un petit peu plus guérilla au début qui a donné naissance à ça. Mais au final, ça a toujours été le même, entre guillemets, mode d'analyse. OK, à aujourd'hui, on a des enjeux ici. Les solutions, ça pourrait être ça. Comment on fait pour budger les deux? Pas plus compliqué. Puis la structure de toutes les agences, ça ressemble à quoi, mettons? Combien d'employés ça représente? Moi, je le calcule en global, en fait, parce Ouais. qu'on a 3 entreprises qui travaillent vraiment main dans la main. Main Et dans on la a main, beaucoup de mutualisation, que ce soit au niveau des personnes, que ce soit au niveau des logiciels, parce que je le disais tout à l'heure, quand tu développes un MVP, ce que tu veux, c'est réduire les coûts et réduire les incertitudes. Donc, c'est un petit peu... Quand 80% en fait, de ta structure de coûts, c'est de la masse salariale et le 20% restant, c'est les logiciels, ou les 15% restants, c'est les logiciels, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Aujourd'hui, on est 25. Donc là, enfin, pas aujourd'hui, à partir de lundi prochain, puisqu'on a 2 nouvelles personnes qui se joignent à nous. Puis en termes de revenus, ça représente quoi? 10, Tout 15? cumulé, on est environ à 2,5. En Ok. tout cumulé, ouais. Ok. Les 3 entreprises cumulées. Pas le Jacques. Le Jacques, c'est vraiment quelque chose Non, de non, très, c'est très à part. différent. Là, mais ça pourrait être 10 ouais. millions le Jacques, mais ça représente... Là, c'est 2,5 vraiment répartis sur les 3 entreprises, ok, dont ok. Reverber Canada est vraiment la locomotive. En fait, comment il faut le voir, c'est que Reverber Canada est un petit peu c'est un petit peu la soupape, un petit peu le moyen pour faire en sorte de réduire la pression, notamment au niveau du cash flow des autres entreprises. Parce qu'on est nos propres clients. C'est comme la mère, dans le fond. Là. Moi, j'aime ça le dire. Là. Ouais, c'est littéralement ça. Ouais, c'est littéralement ça. H2H, on est la mère de nos C'est plugs, là. c'est exactement la même philosophie en fait. Parce que tu arrives avec de l'intelligence d'affaires, tu arrives avec des processus. T'as déjà des sentiers avec battus, personnes. là. Ouais, c'est ça. Tu es déjà rodé, tu as déjà du monde avec qui tu peux aller à la gare. Puis en plus de ça, niveau cash flow, si tu as entre guillemets les reins assez solides, moi, donner 90 jours, 120 jours de paiement à mes autres sociétés, c'est quelque chose que l'on fait actuellement et qui nous va très, 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 très bien. Ça nous permet de contrôler la dette également à certains endroits, favoriser des sweet spots pour faire en sorte que le tout se rééquilibre bien. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais comment tu gères ça? Tu gères ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut que tu sois assez attentionné pour avoir un œil sur les 3, mais t'entourer de super bonnes personnes au niveau de l'équipe de direction qui sont... C'est même plus en fait des lieutenants ou des sergents, c'est des capitaines en devenir. Il faut que tu aies des gens qui soient capables de monter, entre guillemets, très très haut dans le... Kelsey partner. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis nous, enfin, je veux dire, on a vraiment une volonté potentiellement d'ouvrir du capital, de faire en sorte d'avoir des processus de promotion interne qui sont intéressants, tant sur le plan des responsabilités que sur le volet financier, que même sur le volet intrapreneurial. EIA, c'est un projet intrapreneurial d'une certaine façon. La France, c'est un projet intrapreneurial aussi. Donc là, on a 2 autres projets potentiellement sur la nouvelle année. On va voir un petit peu comment on les digère au niveau notamment la gestion du cash flow et du temps, parce que le temps, c'est super important dans notre industrie. C'est ça qui est le plus dur, c'est scaler en service quand tu n'as pas le temps. Ça m'amène à une question. Qu'est-ce que tu fais pour qualifier un partner comme EIA? On sait c'est qui ton partner, on l'a déjà fait comme conférencier, mais qu'est-ce qui fait que tu qualifies quelqu'un pour dire, toi, tu vas être mon partner? Que tu cherches comme... Parce que là, on s'entend, c'est de l'entrepreneur et de l'intrapreneur, mais qu'est-ce que toi, Charlie, tu dis, OK, that's the right guy? Moi, je pense qu'il y aurait... En résumé, on s'entend. Oui, je pense qu'il y a évidemment, 3 c'est éléments. complexe. Le premier, moi, ce que je cherche chez les gens, c'est des valeurs. Moi, j'ai besoin de gens qui ont, comment je dis, une bonne éducation. Des gens qui ont appris l'humilité, qui ont appris à être des hard workers, des gens qui sont transparents, des gens qui sont authentiques. Je m'en fiche de ce que tu as fait tes fins de semaine. M'en fous. J'en ai rien à faire. Je dis, j'ai probablement fait pire. Par contre, ce que je veux, c'est que quand tu rentres à la job, peu importe quand est-ce que tu rentres, je veux que tu sois là pour tuer. Je veux que tu sois là pour être numéro 1, parce que pour toi, être numéro 2 ou être numéro 3, c'est les premières places des perdants. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je cherche à avoir, c'est quelqu'un qui est capable, en fait, d'être le visage d'une entreprise. Parce qu'au début, c'est vraiment tough. Et si c'est pas, entre guillemets, un des CEO, CXO qui est leader et la face un petit peu de l'entreprise, c'est dur, entre guillemets, de donner de la crédibilité et le côté humain à cette entreprise-là. Et on le sait, la vente, avant tout, c'est du capital humain. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est les connaissances. Avec Alex, pour IA, c'est l'exemple parfait.
Moi, je connaissais fuck all à TikTok. Mais vraiment rien du tout. Par contre, 5 ans avant, j'avais monté une agence qui est un lookalike de l'agence que j'allais créer, qui était basée juste sur Instagram et qui a aujourd'hui quand même emploi du monde et fait des choses pas pires. Donc je lui dis, c'est simple Alex, soit tu le fais avec moi, soit on le fait sans toi. Maintenant, c'est à toi de choisir. Pourquoi ? Parce que lui, il avait l'expertise pour le faire. Ouais. Sinon, j'aurais dû aller chercher un qui avait cette expertise-là ou l'acquérir. Puis c'était pas la bonne chose à faire. OK. Intéressant. Ça aurait été dangereux d'aller avec quelqu'un parce que lui matchait au niveau de l'expertise, Ouais. des valeurs, puis aussi de la... Ouais, puis au niveau du temps, en fait. Ouais. Tu sais, moi, ma plus grande victoire, là, mettons, sur les 3 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, je le dis en rigolant, parce que souvent ça fait, moi, je travaille que 50 heures semaine. Mais c'est merveilleux de travailler 50 heures semaine, vous vous rendez pas compte? Moi, je suis trop content! Ben oui. Là, mon objectif, c'est d'arriver à 45, puis à 40, tu sais, je veux dire. Avant, je travaillais 70, 75, 80 heures semaine. Mais je commençais à 8 heures, je finissais à 10 heures, puis je mangeais devant mon écran, puis c'était tout. Puis c'était le samedi, puis c'était le dimanche. Et j'étais bien heureux de faire ça. Maintenant, ça a un peu changé. Et si je veux en fait arriver à répliquer ce modèle-là, je suis obligé de diminuer le nombre d'heures de travail effectif que je fais. Ouais, parce que t'es entourant T'es de obligé. A+ players puis de bons partenaires pour arriver à faire ça. Mais vraiment intéressant parce que souvent, quand on a posé cette question-là à différentes reprises, la réflexion n'est pas mûre comme elle l'est là. Non. C'est définitivement. super limpide et clair, là, t'es capable Ouais. de nous les nommer, bang, 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 bang. Tu sais, là, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas décider sur un coup de feeling de « Ah, you look good, t'as une belle barbe, je vais te donner 50% de ma business, on s'en va à la guerre ensemble. » Un associé, tu sais, je veux dire, même quand tu parles de, tu sais, même une prise d'équité, moi je peux t'en parler parce que je suis minoritaire dans des entreprises, j'ai été minoritaire dans des entreprises passées, j'ai négocié dans des conventions d'actionnaires des prises de position minoritaires dans du capital, etc. C'est pas parce que tu donnes entre guillemets 10% à quelqu'un que la personne va s'impliquer comme si elle avait 100% de la business. Et pourtant, c'est ça qu'il faudrait qu'il se passe. Exact. L'équité ne doit pas être, en fait, le pourcentage d'équité que tu as dans le capital Ne des business. devrait pas refléter les efforts qui sont mis au quotidien. C'est bien plus le cash qui reflète l'équité dans un Assurément, projet. assurément. C'est dangereux là, aussi de donner des parts comme ça parce que tu peux t'attendre à ce que genre, cette personne-là livre à 100%. Ouais, bah ensuite, tu sais, ça dépend quel type d'émission, enfin, quel type d'action tu vas émettre aussi, là, tu sais. Puis, je veux dire, je pense que ça peut se faire de manière granulaire, tu sais. Je veux dire, je pense que le volet bonus, prime et tout ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. En vente, pour moi, c'est essentiel. Mais je pense que, tu sais, quand tu es plus sur des postes d'administration, de production ou de gestion, avoir ce processus qui se met progressivement en place et que les gens payent pour leur équité, que ce soit à 100% de la valeur du capital ou que ce soit à 75, à 50, Ouais, ou un peu peu de importe. vesting, essentiellement, Voilà. ça peut être une belle solution, mais Bien c'est sûr. c'est très, très méconnu par la majorité des entrepreneurs, ce genre de mécanisme-là. Mais tu sais, ça reste que moi, j'entends ça trop souvent, là, Charlie. Ah, il est vraiment sharp, mon gars, aux opérations, je vais lui donner 50%. Attends, Non, papillon, là. Non, puis fait, moi, j'ai un truc que j'ai appris dans les 3 dernières années, c'est qu'on n'a pas tous la même valeur de l'argent. Puis, je sais pas, tu sais, je veux dire, tu arrives, tu vas sur le compte en banque d'une société, un demi-million en trésorerie, les gens ils vont dire, waouh, un demi-million en trésorerie. C'est rien du tout, mon gars. Enfin, pour nous, je veux dire, un demi-million en Ça peut trésorerie. rouler très, très vite. Quand tu as un payroll de 100 000, là, Man, sacrément, ça va vite. c'est la moitié du payroll annuel. Donc, tu sais, je veux dire, sur ces 500 000 là, ben, tu vas sortir entre guillemets, ouais, pour tes charges, mais tu vas ressortir un moment pour tes impôts, pour tes arriérés, parce que potentiellement tu as des arriérés, tu vas sortir tes acomptes provisionnels. Je veux dire, tu sais, l'argent doit circuler en fait. Et c'est pas parce que tu as 500 000 le jour X sur ton compte là que ça témoigne entre guillemets que tu as 500 000 dans tes poches à l'année longue. Absolument pas. Non, puis tu sais, au début de l'enregistrement, tu sais, tu parlais de la notion de moi, tu sais, j'étais bon en marketing, puis là, tu apprends la comptabilité, tu apprends la finance. Souvent, cette zone-là est crissement négligée. Là. Genre, c'est comme. Et ça coûte cher, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont perdu leur chemise pour ce détail-là. Et en fait, ce qui est plate, c'est qu'un entrepreneur qui sait bien gérer un cash flow est en mesure de faire croître sa business juste par ses compétences de gestion de cash flow. Parce que bien gérer de l'argent fait faire de l'argent. Quelqu'un qui ne sait pas gérer de l'argent, c'est une catastrophe. Ben, honnêtement, tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait un bac en finance, un bac en management, je termine un MBA en gestion d'innovation. J'ai jamais vraiment vu. J'ai pas pris le cours de comptabilité qui me permettait de comprendre l'analyse de cash flow. Ça n'a pas été mentoré par mon mentor, que je salue, PL, on va t'en recevoir bientôt sur le podcast, définitivement. Mais PL, il m'a vraiment expliqué qu'il y avait deux fonds. Donc, la comptabilité puis le cash flow, ça avait comme rien à voir. Rien à voir. Et moi, dans ma tête, j'étais comme, calisse, sur papier, on fait du profit, puis l'argent est pas dans le compte. Eh oui, sacrément! Ça me faisait capoter, puis ça, là, je parle de moi à 23 ans, là, c'est long time ago, mais si bon, je me mets dans la perspective de quelqu'un qui est en construction, première année, c'est des gros chiffres, ils font de la réno, c'est des gros contrats. Le compte est négatif, t'es Et sans la- marge de crédit. Comme... La différence, tu la vois aussi, tu sais, tu parlais tantôt, mettons, la cash flow versus la comptabilité, mais parle avec des vendeurs. Montre la différence entre les ventes, puisqu'il y a réellement dans la caisse. Le cash collect puis la vente. Ah ouais! Mais ça, là, Ah ouais!
C'est un débat. C'est un huge shit qu'on Mais a je sais. changé Ah chez ouais, nous. ah ouais, je J'ai sais. dit à lui, je suis prête. On perd tout le monde. Ah ouais. Je m'en calisse. Ah ouais. On perd tout le monde si ça fait pas leur affaire. On paye cash collect. Ah ouais. Fucking only. Ah ouais. Parce que sur les ventes, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis il va toujours avoir de l'hommerie. Ben oui, bien fait sûr. que là, les ventes, au début, on payait 100% de la commission si on avait un tiers du cash. Tout à coup, on va se rendre compte que le pourcentage de cash collect, il baisse. Il baisse. Ah ouais. Il baisse là, jusqu'à proche d'un tiers. Là, Ok, j'étais hey boy. comme, OK, là, ça va pas pantoute. Mais la réalité, c'est que quand que tu payes très bien tes vendeurs, comme c'est notre cas, ben on s'attend à ce que l'argent soit récupéré parce que ça fait partie du rôle du vendeur. Alors qu'il y a beaucoup d'endroits où est-ce que, tu dois déjà l'avoir vu toi aussi, mais tu sais, c'est comme le vendeur, ah parfait, le client a dit oui, je vous l'envoie. Ouais. Mais c'est comme ta vente n'est pas terminée. Non, elle est pas là. terminée. Non, Je veux dire, mais non. En fait, elle n'est pas vendue Pour encore. moi, Là. tu sais, le processus de vente, je te dirais pas qu'il commence avec la signature de proposition de service, hein, mais là où, grosso modo, la game du vendeur, elle devient intéressante, c'est vraiment là. Ah oui. Parce que ce qui est fait en amont, on s'entend, t'as fait ta job. Donc, normalement, tu devrais même pas être payé pour ça, grosso modo. ok Ça fait partie. Là où tu devrais être payé, c'est pour le après. Genre. Ouais. C'est pour le après. Le closer, le Mais garder, oui. surtout dans Mais des oui, cas bien comme sûr. ça, c'est des clients à valeur long terme. Bien Tu sais, sûr. S'il dit oui pour 3 mois tu puis sais, il s'en va, je veux dire, ça t'as vaut- bien beau payer le vendeur, t'en veux pas le temps et Non, les efforts puis tu sais, je veux déployés dire, juste pour ça. Des clients, tu sais, je veux dire, nous, on a des clients qui font des très bons retours sur investissement. Moi, j'ai des clients présentement qui font du retour investissement. Là, 28, 30, 32, j'en ai qui montent jusqu'à 50, 60, dépendamment de la nationalité. Ces gens-là ne veulent pas faire d'études de cas. Moi, j'attends à ce que mon vendeur, il décroche son téléphone, celui qui l'a closé, qu'il l'appelle, et comme il a closé le deal, qu'il me close une témoignage, étude de tu veux cas. Ouais, un témoignage. Ah, Tu sais, au moins comprendre les raisons, tu sais, faire ouais. tomber les barrières un petit peu, faire de la réassurance, etc., etc. Parce que nous, veut pas, ben, c'est par le biais de ça également qu'on se fait connaître. Donc, c'est Ben, super important. Ça, je suis 100% d'accord. T'expliques ça à un vendeur, le vendeur ne comprend pas cette réalité-là. Puis, je me remettais dans leur culotte à l'époque, puis j'aurais pas compris. Non, J'aurais non. dit genre, ma vente est vendue, Oui, là, bien sûr. paye-moi. Là, tu sais. Tu sais ce que c'était mon premier job en vente, au moins ici? Télémarketeur à l'Orchestre Symphonique de Québec. Tu penses que je demandais des témoignages à la madame qui me faisait un don de 1000 piastres ou pas? Ah, c'est bon. C'est bon, ça. Ben, vraiment intéressant. Tu sais, j'aime beaucoup discuter. C'est rare qu'on a l'occasion de parler du multi-entrepreneur. J'ai posé une autre question. Ouais. Est-ce que tu as tendance à répartir, parce que j'imagine que tu dois avoir des meetings avec le management. Ouais. Bon. Est-ce que tu as tendance à tout mettre ça lundi? Est-ce que tu répartis ça la semaine? question. Comment tu gères ça? La gestion scindée des projets, comme c'est des gestions différentes avec les partenaires qui sont différents. Je suis curieux de C'est savoir. une très bonne comment tu question. gères ça. C'est une très très bonne question, puis c'est un gros enjeu que j'ai actuellement, puis c'est un enjeu qui va prendre de plus en plus de place parce que je compte poursuivre un petit peu avec cette vision qui est la mienne parce que moi ce qui me plaît, ben, c'est démarrer des projets comme ça et puis les faire partir entre guillemets sur une phase de gestation de 3 à 5 ans, puis ensuite faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient plus compétents que moi, qui viennent s'arrimer à ces projets et les amènent plus haut. Donc, veux pas, tu sais, avec 4 entreprises et le Jacques, ça me prend pas beaucoup de temps, et bravo à mes actionnaires et associés qui font ça parce qu'ils font une job de fou, mais pour les 3 autres, c'est quand même assez compliqué. Donc, ce que j'essaie de faire, en fait, par rapport à la France, c'est de garder quasiment toutes mes avant-midi de libre pour me concentrer, en fait, sur la France. C'est quelque chose que je dois faire en fonction tout simplement du décalage horaire. Puis quand je peux mutualiser des rencontres en fait, qui impactent autant le Canada que la France, comme par exemple le développement des affaires, je les mutualise, mais je les mutualise tout le temps sur la matinée. Okay, par exemple, mon meeting du mardi matin, de 9 à 11, c'est un développement des affaires où j'ai autant l'équipe du Canada que l'équipe de France, systématiquement. Les rencontres que j'ai qui impactent pas forcément la même société, donc réverbère ou les 2 continents, là, ça dépend. Ce que j'essaye de faire, en fait, c'est j'essaie d'avoir grosso modo une vue qui remonte de la production vers la direction en l'espace de 72 heures. C'est-à-dire que pour toutes les sociétés, généralement, du lundi au mercredi ou du mercredi au vendredi, ça, c'est plus pour EIA. J'essaie d'être sur les rencontres où j'ai une valeur ajoutée en termes d'écoute ou en termes de prise de décision très, 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 très rapidement là où les problèmes peuvent apparaître, donc en publicité ou au niveau de l'édito, par exemple, à l'agence. Et ensuite, en fait, faire les rencontres avec les chefs de département, puis la rencontre de direction, lundi, mardi, mercredi. Comme ça, j'ai le temps de voir le problème, de le comprendre, de demander l'avis aux autres personnes qui m'entourent pour le mercredi en rencontre de direction, par perte de temps, que c'est entériné, tout le monde est d'accord. Comité de direction, nous, on est 4. Donc, c'est important d'arriver justement et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à 2-2, mais qu'on se retrouve à 3-1 ou idéalement à 4-0. Ouais, j'ai une question par rapport à ça, justement, au niveau des décisions qui sont prises, généralement, que ce soit. Ben, en fait, j'imagine qu'il y a des petites décisions où est-ce que peut-être toi, tu es plus. Je sais
pourrais dire, outillé pour répondre à une question marketing qu'un autre de tes associés l'est pas, mais dans tout ce qui est des décisions au niveau de la vision, au niveau de la direction de l'entreprise, un petit peu plus drastique, comment vous fonctionnez à plusieurs? T'sais, nous, on est deux, puis c'est pas encore challengeant, mais j'imagine que ça va le devenir avec le temps à un certain point, parce que il peut y avoir des disparités puis des changements de position pour toi ou tes associés. Comment vous fonctionnez? Je pense qu'en amont, en fait, il faut que les rôles soient bien définis. Et une fois qu'ils sont définis et que ces rôles sont amenés à évoluer, parce que c'est normal que ça évolue, il faut qu'à chaque fois qu'il y ait une évolution qui arrive, tous les protagonistes actuels ou à venir soient sensibilisés pour comprendre quelles décisions ils vont devoir prendre et comment, entre guillemets, la prise de décision va leur être amenée. Moi, par exemple, ma casquette, c'est celui de président-directeur général. Donc, la vision, c'est à moi de l'insuffler. Donc, ce que je dis souvent, c'est je propose et vous disposez. C'est à vous de me donner le baromètre sur ça. Par contre, je vais être fort dans mon argumentaire parce que c'est mon projet que je porte, c'est ma vision que je soutiens. En revanche, votre vote et le mien vont compter au même niveau. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est 4, donc c'est 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. On va challenger. C'est ça, c'est correct. C'est rare, c'est rare. J'ai pas souvenir d'avoir fait passer quelque chose au veto, honnêtement. Je pense que ça m'est jamais arrivé. Et ça m'est déjà par contre arrivé de proposer des choses qui sont pas passées au conseil, quoi. Puis ça arrive souvent. Honnêtement, ça arrive très souvent mais parce c'est que correct, parce que j'arrive moi à chaque président- rencontre de direction, j'ai une nouvelle idée d'entreprise. C'est ça, exact. Et mon associé il me dit arrête, stop, arrête, ça suffit. Il y a toujours un casse-pied dans chaque... Ouais, mais tu sais, je veux dire. Lui, c'est le casse-pied, Ouais, mais tu sais, c'est le casse-pied, mais il est papa. Moi, mon associé, il est papa. Tu vois, donc ça dépend, c'est des profils, Ah, tu mais vois, c'est différent. C'est différent, tu sais, c'est ça. Parce que moi, mettons, je vais avoir souvent la vision finale. Lui, il va avoir l'action immédiate. Ouais, Donc, mais c'est on pourrait correct faire aussi, ça ça. demain. On pourrait faire ça. Tu sais, c'est comme, one minute, attends un peu. Là, on met up and down. Mais tu sais, je veux dire, t'as toujours des gens qui sont, entre guillemets, plus au niveau du ground et des gens qui sont un petit peu plus en altitude, tu sais. Puis je pense que ça prend autant des aigles que des fourmis pour faire en sorte que la patente, elle avance. Moi, c'est ça le gros changement que j'ai eu, je pense, dans les dernières années. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de genre travail fort. Genre travail fort. Grind. Ah, ben Ouais, lui, c'est le taureau mais genre, aussi, mais tu sais, mais- en nous deux, là. Tu sais, puis moi, mon père vient d'un domaine qui est extrêmement modeste. Je veux dire, c'est des familles d'ouvriers dans le bâtiment. Je veux dire, ma grand-mère faisait des ménages. Mon grand-père, tu sais, je veux dire, on vient d'une famille extrêmement modeste, voire pauvre, du côté de mon père. Et mon père, moi, m'a toujours dit, fils, peu importe ce que tu fais, si tu travailles plus fort que les autres, tu seras meilleur que les autres. Donc moi, j'ai tout le temps eu ce C'est une règle de mindset-là, en pouce fait. relativement Ouais. simple, Ah ouais, mais genre. véridique. Moi, j'aime la bagarre. Tu sais, il y a des gens, ils aiment pas le conflit. Moi, le conflit, bitch, Pas peur de please. ça. Amène-en. Je me nourris de ça. Give me some. Par contre, durant les 3 dernières années, le fait d'avoir justement une équipe de direction qui est venue m'entourer et faire en sorte que je devienne une meilleure personne, puis ma conjointe a également énormément joué là-dedans, ça m'a permis de prendre un petit peu plus d'altitude, de voir les choses venir d'un peu plus loin, puis de désamorcer en fait des problèmes avec beaucoup de désinvolture. C'est-à-dire des choses qui m'impactaient énormément il y a 5 ans ou même il y a 3 ans et qui m'empêchaient de dormir. Mais aujourd'hui, mais tu veux que je te dise, quand je ferme la boîte, je ferme la boîte. Ça, tu vois, ça m'amène à une parenthèse que je trouve franchement intéressante. Moi aussi, j'étais un bon pâteux de coche quand j'avais un projet. 4 projets. Tu peux plus. Ah! Tu peux plus. Genre! C'est quoi? Ah, lui a démissionné, on a reçu une mise en demeure pour ça. Ah, encore. C'est correct. Salut chérie, comment ça va? Asti, genre, je peux pas croire à quel point ça a été un edge. Moi, c'est... All right. Donc, mesdames et messieurs, après une chute laborieuse, on va avoir un bloopers de ça. Ouais, on va se faire un blooper. En tout cas, l'affiche de H2H est tombée, ça m'a fait faire le coup. Fait que si je reviens à mon point, je disais que la chose qui a le plus baissé mon anxiété puis mon petit côté grognon, que j'ai encore à mes heures. C'est correct, c'est ton petit côté cute, ça. Ouais, c'est ça. Ça m'arrive encore. C'est d'avoir le multiprojet. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que peu importe la business, il va y avoir de la saisonnalité, il va y avoir des fluctuations de cash flow à notre avantage ou à notre désavantage. Puis le fait d'avoir un multiprojet, ça l'a vraiment baissé ça. C'est sûr. Baisser l'anxiété. De 2, c'est aussi qu'il y a tellement de problèmes qui arrivent qu'à un moment donné, genre, c'est juste fucking l'apocalypse. Oui. Tous les jours. Oui. Et à un moment donné, on get used to it. Genre, C'est ça. fuck, c'est toujours de la merde. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, bon. Moi, je suis un grand partisan de la théorie de l'évolution. Là. Honnêtement, on va se. Ouais, tu sais, j'adore. Je pense que les gens, tu sais, t'as des gens, ils vont être amenés dans des nouveaux environnements. Par exemple, un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle business, un nouveau marché. Puis il y a des gens qui vont réussir à s'adapter à ce nouvel environnement beaucoup plus vite que d'autres. Puis pour moi, c'est ces gens-là qui vont, entre guillemets, être successful. C'est ces gens-là qui vont réussir à bâtir des affaires. La capacité d'adaptation, en fait, est très, je trouve, pas comment je peux dire, peu valorisée à aujourd'hui, mais pour moi, c'est un des éléments assurément qu'on met pas assez en valeur et qu'on prend pas assez en compte, je veux dire, quand on fait C'est des la choix. survie de Mais notre oui, espèce, mais oui, bien sûr. de la mais, vie enfin, du je veux monde. dire, attends, on fera pas une discussion de comptoir aujourd'hui, mais il y a des gens, à aujourd'hui, tu les sors de leur cocon, tu leur sors de leur routine,
Ils sont complètement C'est la déboussolés. merde, ouais. Ah ouais, complètement. Ben, c'est difficile, je trouve, d'évoluer dans un monde où est-ce que tout va très vite Mhm. aussi au quotidien parce que ce qui était à faire hier, ben là, c'est nouveau aujourd'hui. Puis, tu sais, Effectivement. si on prend l'intelligence artificielle Ouais. qui rentre là-dedans, les automatisations, tout ça, tu sais, ça va très, très vite. J'imagine que ça va vite pour vous aussi. Moi, on dirait que c'est difficile d'identifier. Ah, ça, faudrait qu'on travaille ça aujourd'hui Ouais. parce que la semaine d'après, c'est différent. Toi, comment tu fais en tant qu'entrepreneur pour continuer d'évoluer, te former, te challenger? Est-ce que tu as des méthodes ou des choses en place pour ça? Ben, tu viens consulter des gens comme vous qui sont les meilleurs dans leur domaine et qui sont des points qu'on identifie comme des points clés de succès dans le cheminement de l'entreprise. Puis, tu sais, je veux dire, pour moi, tu as des éléments qui sont des éléments qui viennent à certaines étapes dans le cheminement. Par exemple, nous, on parlait d'AI tantôt, on est en train de regarder en termes d'intelligence artificielle comment on peut standardiser, automatiser des processus d'administration et RH à l'interne. Puis, je te dirais, tu as peut-être plus des éléments que tu as en fil rouge. Par exemple, la vente. Parce que pour moi, la vente, c'est quelque chose sur lequel il faut être tout le temps formé. C'est comme le marketing, la communication, en fait. Parce que oui, c'est les plus vieux métiers du monde, probablement, mais c'est les métiers qui évoluent également le plus vite. 100%. Et quand tu veux être un bon gestionnaire, tu es obligé d'avoir ça. Tu sais, j'irai pas prendre un cours, par exemple, pour... Je sais pas, tu sais, pas que... J'aime apprendre, en fait. J'irai pas prendre un cours, tu sais, mettons, pour me tenir au jour de l'évolution de la réglementation fiscale, je sais pas, moi, tu sais, au BC, par exemple. Ouais. Ça m'intéresse pas vraiment. Mais... Restez curieux sur ça. De temps en temps, tu sais, je vois avec Québec International, souvent tu as des formations sur ce type d'enjeu, ça vient me parler. Donc, tu sais, faire ça, pour moi, c'est la clé du succès d'un point de vue, encore une fois, cheminement. Ok, fait que je reprends ta réponse, en fait, c'est de t'entourer toujours de Obligé. personnes qui sont Mais t'es meilleures que obligé. toi dans Mais c'est ça. la base. c'est Ouais, la non, base. mais L'entrepreneuriat, c'est pas un sport individuel. Hein. J'aime la réponse. L'entrepreneuriat, c'est le sport le plus collectif qui existe. Puis pour moi, un bon entrepreneur, c'est oui, quelqu'un qui a la vision, mais c'est quelqu'un qui s'est rassemblé et qui sait jouer un petit peu le rôle de playmaker. Le bon entrepreneur, le bon CEO, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir la sensibilité pour demander à autrui où est-ce qu'il se voit, qu'est-ce qu'il veut faire et l'amener à devenir la meilleure version de lui-même. Des fois, ça rentre, des fois, ça rentre pas. Il y a plein de fois où ça capote pour des raisons très connes, mais quand tu arrives à faire ça et que tu arrives à fédérer ces gens-là autour de toi, c'est comme ça que tu constitues un collectif. Et quand tu es entre guillemets un collectif solide, il peut rien t'arriver. Nous, c'est quelque chose, là, honnêtement, genre, tu sais, des fois, je me cassais la tête, je dormais mal la nuit. Je te parle de ça il y a 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il y avait des choses qui étaient instables. Là, aujourd'hui, mais... Ouais. Chez nous, on appelle ça le noyau fort. Oui, monsieur. Le noyau fort, Ouais. c'est important. Les 5, moi, je les appelle. Ouais, ben, j'adore ça. Je pense que pour chaque business, ça nous prend une nomenclature spécifique. Ah. Tu sais, on ne serait jamais où est-ce Non. qu'on est sans ce noyau fort-là. Puis ces gens-là, c'est des gens, autant au niveau de la comptabilité, on a une maman exceptionnelle qui s'occupe de notre comptabilité dans nos projets. Tu sais, on se couche le soir. Là. À l'accès à mes comptes de banque, là, en gaulliste. Moi, je- Fais les paiements, s'il n'y a jamais d'erreur. Tu peux pas avancer Non. si tu n'es pas entouré de ces gens-là. Puis tu peux pas. C'est comme tu dis, c'est un jeu d'équipe. Tu ne vas pas jouer tout seul. Puis on en voit trop souvent où est-ce que l'ego leur monte à la tête, ou est-ce que c'est un. T'as-tu déjà essayé de chauffer juste en regardant ton miroir? Ça marche pas. Ben, ce qui arrive aussi, c'est que quand l'ego prend trop d'espace, ben, t'oublies d'évoluer parce que Ah oui, t'as totalement. l'impression, tu sais, on en parlait avec Tony sur un autre épisode, que tu sais, ça va bien, tu sais, ça roule bien la business, où est-ce qu'on est, mais si tu veux suivre ta business, l'évolution vers où est-ce que ça en va actuellement, si tu veux, je sais pas c'est quoi vos objectifs cette année, sûrement de doubler là, avec la structure que vous avez, ou ben, Tu sais, doubler, j'ambitionne pas, mettons un chiffre d'affaires l'année prochaine de 5 millions, parce que je trouve qu'à aujourd'hui, digérer cette croissance-là Ça fait sur une année, c'est beaucoup. Là, juste sur Reverber, j'ai pas encore tous les chiffres, là, je pourrais vous les partager plus tard, ben à l'aise avec ça. Entre l'année dernière et cette année, on fait quand même 30% de croissance. Quand même. Dans le domaine du service aux entreprises, c'est c'est très- huge. c'est des business à C'est valeur. énorme. Ouais, puis on est 100% financé sur nos fonds propres, attention. Puis on va faire un bénéfice cette année qui va être dans les 6 chiffres. Je l'ai pas par cœur en tête encore, mais ça va arriver là-dessus. Donc on a une croissance qui est saine, qui est rentable, qui est positive et surtout qui est pérenne. On en revient à ce que disait Pell tantôt avec ce noyau dur-là. Pour moi, si tu as tous ces éléments-là autour de toi, Ça va exploser. peu importe ce qui va se passer. ouais, c'est ça. Peu importe, si toi, tu es à l'avant et que tu regardes la route et que tu essayes de comprendre un petit peu c'est quoi le cheminement, normalement, Mais c'est ça, moi j'ai l'impression de. Puis on en a parlé beaucoup. On a fait un sommet stratégique juste avant les fêtes avec nos 2 associés dans les 2 autres entreprises qu'on opère plus quotidiennement. Puis tu sais, il y a une chose qui est pour moi que pas que je voyais pas, mais je pense que en étant pris dans les opérations, en étant pris dans l'entreprise, ben on vient qu'à arrêter d'évoluer. Puis je suis comme, OK, on n'est pas bon pour embaucher cette année, on n'est pas bon pour garder les talents. je pense qu'il y a tout le monde qui a de la misère au niveau RH. Ben, c'est présentement. ça. C'est pas notre force. La force, Non, c'est non. la vente. Fait que
Mais en même temps, on s'est rendu compte, comme tu l'as bien dit, que hey, c'est des procédures. Puis on est bon pour avoir une bonne procédure de vente, mais on n'est pas capable d'avoir une bonne procédure d'embauche. Pourtant, c'est la même calice d'affaires, dans le fond, l'une et l'autre. Tu sais, ça me rend, là, mais je le réduis à ça. En tant que tel, il y a beaucoup de similitudes. À disqualifier des gens, prendre le temps. Tu sais. Moi, je me tuais à me dire, j'engage au feeling. Un étudiant me dit, je vais au feeling, j'y arrache la tête. Carrément, c'est sûr. Fait que là, j'étais comme... je m'haïs en disant ça, faut qu'on corrige ça. Là, ça ne marche pas du tout. Non, le recrutement, moi, enfin, tu sais, je veux dire, il faut pas pécher par orgueil ou dire des choses qui peuvent dépenser un peu notre pensée, mais avec beaucoup d'humilité et puis beaucoup de recul, à aujourd'hui, mettons, tu me dis, va chercher 10 nouveaux clients qui seront 10 bons clients pour l'agence. Ouais, ok. Tu sais, je n'irai peut-être pas scorer les 10 dans le prochain mois, mais je sais précisément à qui je vais aller m'adresser. Ouais. Je sais comment je vais faire, entre guillemets, ma préqualification. Je sais comment je vais faire mon R1. Je sais comment je vais faire mon R2. Je sais comment je vais amener mon closing. Et je suis capable de même dire à cette personne comment notre collaboration va se passer et dans 12, 24, 36 mois, où est-ce qu'il va être rendu. Faire ça avec un individu, mon chum, dans un cadre RH. Ouais. C'est sûr que c'est plus challengeant. Ouais, mais c'est parce que, en tout cas, pour ma part, je me fais constamment fourrer par les personnalités problématiques. Ouais, les trop bon, trop con. Genre, soit je me fais closer, soit je me fais remplir. Puis là, j'ai appris, ça, c'est notre partner qui était comme, il y a moyen de leur poser comme une liste de questions, comme 4-5 questions, qui veulent strictement rien dire pour la nomenclature du poste. Puis là, tu leur amènes la 6e question qui, elle, est importante. Toutes les autres, tu les écris même pas, c'est fait. Mais t'as fait baisser ses armes, t'as fait baisser toutes ses défenses, puis t'es capable d'aller chercher un Là, j'ai comme... OK, là, tu m'as closé, c'est beau, amène-moi la formation. C'est mon langage. Mais amène-moi la formation. Pourquoi tu penses que les questions par rapport au salaire attendu, par rapport aux vacances, c'est à la fin des guides d'entretien? Parce que les gens, ils sont donnés, ils ont donné, donc ça a tendance à plus sortir vite. Et quand il y a quelqu'un qui te dit, quand toi, en tant que bon vendeur, je sais pas, faites-moi une proposition... T'es pas au fait de ta valeur, tu connais pas ta valeur. Ouais, c'est ça. Donc tu vois rien. Donc tu sais, je veux dire, il y a des mécanismes pour le faire en sorte. Mais je trouve qu'encore une fois, quand tu fais quelque chose en one-on-one et que t'as pas deux structures en arrière, c'est difficile parce qu'il y a trop de variables. L'individu est sujet à beaucoup de variables. Une organisation, il y a d'autres variables, on en parlait tantôt, des fois tu as du juridique, tu as du légal qui se mettent là-dedans, tu as de la sécurité, donc ça peut être compliqué. Mais généralement, c'est solide. Puis quand c'est solide, c'est pas grave. C'est de se rendre à cette étape-là, de faire le pivot entre, vous êtes 25, là, mais nous, on est 10 dans H2H Academy, 10, 11, mais tu sais, comme, si on recule l'année passée, à même date, on était 5, là. C'est énorme, hein? Vous avez doublé, c'est énorme. C'est énorme. On a eu des fois des vendeurs, des sous-traitants, des choses comme ça de plus, parce que si je compte tous les sous-traitants, on est beaucoup. Mais tu sais, comme de 5 à 10, c'est complètement deux choses différentes. Parce que les structures à 5, hey, c'est facile, on se parle le matin, OK, ça. Tout le monde comprend. Mais là, à 10, là, lui, il pile sa tête de l'autre, l'autre pile sa tête de lui a fait ça. Ah là, on vient de perdre de l'efficience partout. Fait puis tu crées de la frustration, en fait. Tu crées de la frustration. Puis les gens, en fait, je trouve que, et je comprends, c'est normal, la bande passante et la tolérance par rapport à la frustration générée par un autre individu, je trouve qu'elle a tendance à se réduire. Je dis pas qu'on a de plus en plus des réactions épidermiques, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de moins en moins de tolérance par rapport à des erreurs à la con, quoi. Parce qu'au final, tu te dis, tu l'as fait une fois, tu l'as fait 2 fois, tu l'as fait 3 fois. On en parlait un peu plus tôt avec justement Tony, qui est notre partenaire de l'agence. Ouais. On s'est dit, 2025, on ne tolère plus la médiocrité, on tolère même plus l'average. Tu sais, je veux dire, les erreurs à la con, pour te citer, Amen. C'est inconcevable que tu n'apprennes pas de ton erreur. Puis le pire, c'est que c'est une de tes phrases, les fucking que j'ai retenu le plus. T'as le droit de la faire une fois, mais fais-la pas 2 fois, tabarnak. Mais tu sais, quand ça fait 6 fois, là, quelqu'un qui, humainement ou professionnellement, va avancer dans sa vie, il faut qu'il fasse des erreurs. Si tu fais pas d'erreurs, c'est-à-dire que tu vas pas de l'avant. Ah, no shit, c'est sûr qu'on va en faire tous les jours. Obligé. On va en faire des erreurs. T'es obligé. Mais fais pas des astuces à faire toutes les semaines. Ouais, je pense que ça l'est, effectivement. C'est quelque chose que je nommais puis que j'ai pas assez incrusté dans le staff. Moi, c'était dans ma tête, mais exact, dans la culture de l'entreprise, c'était pas assez étampé. T'sais, on n'a pas... Vous êtes en bureau, je pense, à Québec? 100% remote. 100% remote? Depuis le début, monsieur. Ah ouais, je pensais que vous avez des bureaux à Québec. Souvent, les gens me disent, mais comment vous faites? Et je leur dis, mais je ne sais pas. Mais ça marche! Non, je pose la question. Il y a des downsides, hein, honnêtement. On va pas, comment tu fais pour le partager, ton code d'entreprise? J'ai travaillé sur ça pendant les vacances. J'ai travaillé un peu pendant les vacances. Code d'entreprise, j'ai fait ça parce que j'ai lu sur ça, puis là, j'étais comme... Hey, c'est vrai qu'on en a plein des petites phrases, tu sais, comme je connais ses règles, il connaît mes règles, on sait, mais c'est pas tout le monde qui les connaît, puis sont pas
sont pas sur le mur en rentrant dans le business. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Comment tu fais? Mais moi, j'ai vécu dans des places que je citerai pas où tu avais les valeurs imprimées à grand sur les murs et tu n'avais même pas 10% des employés non, ça, c'est qui dégueulasse. respectaient ces valeurs-là, tu vois, je veux dire. Quand le propre boss les respecte. Ouais, c'est ça. Ah ouf! Ah, ouf! Ben non, c'est vrai, la plupart du temps, genre, quand que les valeurs sont écrites sur un mur, que normalement, il y a une hostie d'équipe de RH, des pousseux de crayon qui t'ont collé, c'est ça, sur le mur, puis le boss, c'est comme Ouais, puis ils font souvent des Faites-moi vidéos sur TikTok, c'est terrible. C'est bon! c'est bon. Mais pour répondre à ta question, pour vrai, je pense que c'est les individus, entre guillemets, et les actions qu'ils vont articuler au quotidien qui doivent véhiculer des valeurs. Et c'est ces valeurs-là, entre guillemets, qui doivent insuffler un petit peu c'est quoi la vibe de l'entreprise. Moi, je suis un Méditerranéen. C'est-à-dire que je vais pas te faire la technique de OK, je vais te mettre une tranche de mayonnaise, je vais te faire une critique, puis une tranche de mayonnaise. Non. Moi, je vais te dire, voilà, regarde, check, moi, j'ai une expression, c'est on va pas se tirer les cartes entre gitans, donc on va pas se compter de menteries. Le problème, c'est ça, c'est ça. Les prochaines étapes, c'est ça. Si tu suis pas les prochaines étapes, il va se passer ça. C'est clair, c'est tu sais, je veux dire, même un enfant de 5 ans peut comprendre. Ensuite, tu sais, je dis pas que ça s'applique peut-être dans tous les domaines, puis c'est peut-être pas la culture de toutes les entreprises et tous les entrepreneurs. Nous, c'est notre culture à nous, tu sais, je veux dire, ça s'apprête bien à nous. Alors oui, bien entendu, on a un guide de l'employé, d'ailleurs sur lequel on est en train de travailler. Oui, bien entendu, on a notre party de Noël qu'on a fait au Le Méac cette année, on a été super bien reçus, tout le monde était content. Oui, on a des gatherings, entre guillemets, un petit peu plus social. Oui, on a des gens qui partent en vacances ensemble et tout ça. Mais nous, on n'impose rien. On propose, les gens ils veulent venir, ils viennent, ils veulent pas venir, ils viennent pas. Moi je suis pas là pour leur faire en sorte que ça devienne mes meilleurs amis. Moi je suis là pour bâtir une team de A-players qui ont la bave aux lèvres et qui veulent tout briser sur leur passage. C'est tout. Point barre. J'ai une question pour toi. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit, moi, je vais pas couper les coins ronds, je vais te dire exactement ce que tu ouais. veux. Dans l'évolution de la culture. C'est dur. Je l'attendais. Je l'attendais. Allez, ce qui est game, hein, pour vrai. Parce que moi, je suis genre plus hamburger, parce que tout le monde me dit, t'es trop raide. Fait que j'aimerais savoir, tu sais, avec l'émulsion de la culture, des médailles de participation, de bravo, t'es dernier, t'as bien joué, comment tu deals avec ça? Parce que là, cette génération-là commence à être sur le marché du travail et il va devenir bientôt 80% de ta masse salariale. Okay? Mais ça a un peu réduit dans les dernières années, mais à un moment, c'est déjà ça. C'est ça, tu sais. Je suis comme, est-ce que tu vas avoir tendance à venir t'adoucir sur ce trait-là pour t'adapter à ça ou tu vas être comme no fucking way si ça fait pas des calices? J'ai déjà fait si ça fait pas des calices, puis tu sais, je veux dire, c'est le dernier recours, le dernier levier en fait. Avant, il y en a d'autres. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments que tu peux essayer de mettre en place pour essayer de faire en sorte que cette différence culturelle, parce que pour moi, c'est une différence culturelle, même si au niveau de l'entreprise, tu as aussi, entre guillemets, des éléments de vie qui peuvent venir impacter cette différence-là. Je pense que, premièrement, c'est important d'avoir des good cop, bad cop dans ton équipe. Nous, récemment, tu vois, par exemple, on s'est fait auditer pour justement savoir c'était quoi la perception de l'équipe de direction par l'équipe de production. C'est ça. Et moi, bien évidemment, je suis le grand méchant. Ah, c'est clair que t'es le lion, là, toi, là. Je suis le grand méchant. C'est correct, c'est mon rôle d'être le grand méchant. Par contre, les gens, ils me disent, tu sais, et certains le perçoivent mal, à un moment, il peut dire que c'est bien, puis le lendemain, il peut dire que c'est mal. Super, merveilleux. C'est exactement ce que je veux. C'est te dire que c'est bien quand c'est bien, quand te dire que c'est mal. J'adore cette... J'ai toujours travaillé pour cop, bad cop. Ouais, mais en fait, t'es obligé. T'es obligé parce que je pense que ça prend un équilibre, puis ça prend des gens qui s'adaptent aussi aux interlocuteurs. On n'est pas là pour imposer, on est là pour proposer. Mais si tu me dis que t'es willing de jouer la game, puis que tu joues la moitié, tu sors. Tu prends le bench, tu vas sur le banc. Puis si tu prends pas le banc, ben, c'est quoi? Moi, j'aime le no bullshit. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous et toutes preacher par là, parce que autant que, comme tu dis, de faire attention, je pense que c'est important parce que chaque individu est différent. Puis il y en a qui vont peut-être mal réagir à une façon que tu vas y parler ou tout simplement dans le ton que tu vas prendre peut-être pour ça. Mais l'approche no bullshit, je pense qu'elle est importante. Assurément. Parce que j'imagine que tu vas pas crier à quelqu'un par-dessus sa tête Non, nécessairement, mais tu vas dire... Moi, quand je suis énervé, justement, je crie pas. Okay. Le moment où je crie pas, t'es dangereux. Ça fait encore plus mal. Parce que normalement, tu parles fort. Quand je suis très calme, que je parle doucement, que j'ai un bas débit, c'est là le moment où je suis généralement énervé. Okay. Donc, généralement, les gens... Énormément. Donc, t'as ça, moi, je trouve qui est assez important. L'autre point, je trouve qui est assez important de réduire ça, c'est trouver des éléments dans la vie de l'individu qui vont faire en sorte potentiellement de te donner, pas un aperçu, mais qui va peut-être te donner des hypothèses à formuler pour savoir si cette personne va être un feed pour toi ou pour l'autre. Ça peut être les activités. Moi, par exemple, je mise beaucoup sur le voyage. C'est quoi tes derniers voyages? Vas-y, parle-moi de tes voyages. J'ai rien contre les tout inclus. Mais si tu me dis que tous tes derniers voyages dans les 10 dernières années, c'est que des tout inclus, peut-être t'aimes ça être, entre guillemets, te faire bichonner. Si tu me dis que t'as...
T'es parti en Asie centrale, tu t'es fait le Tadjikistan, le Kazakhstan en backpack pour aller regarder, mettons, je sais pas moi, des troupeaux d'argalis se balader. Je veux dire, toi, t'aimes sortir de ta zone de confort. Peut-être qu'on va avoir des divergences, mais je sais que t'aimes te dépasser. Donc, tu sais, j'essaie de trouver des éléments comme ça qui vont faire en sorte. Ouais, puis tu sais, les gens. Je fais souvent les entrevues avec les gens. Puis, tu sais, dans les entrevues, je leur dis, tu sais, chez nous, c'est peut-être un petit peu différent. Et je pense que toute place est différente. Mais tu vas voir, chez nous, c'est très simple, c'est très efficace. Si tu es bon, que tu donnes les moyens de tes ambitions, tu vas avoir du fun. Si tu es là pour tirer la machine vers l'arrière, tu vas te faire chier, tu vas me faire chier, puis ça va mal se terminer. Pour faire du pouce sur ce que tu disais, moi, ce que je constate, c'est que ça va faire, je sais pas, on a fait peut-être une cinquantaine de lives, on est rendu à plus que 70 podcasts. J'ai jamais reçu quelqu'un qui preachait pour les médailles de participation. Tu sais, si tu nous écoutes en ce moment, puis qu'il y a un message que j'ai à te dire, c'est que si tu penses que réussir en business, c'est pour les deuxièmes, les troisièmes puis les derniers, tu y arriveras pas. Non. Je sais pas où est-ce que ça s'est égaré dans notre société d'être bon, de se faire dire que bravo, t'as fini dernier pour pas blesser ton ego d'enfant. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Mais je pense qu'on a un problème. En fait, on a un problème. Attention, on a un problème à la fois sociétal et on a aussi, je pense, un problème économique. Surtout au Canada, où on est dans une société qui, historiquement, je dirais, dans les 15, 20, 30 dernières années, on est quand même dans une société de plein emploi, où les gens ont de la facilité à changer d'emploi et les gens, entre guillemets, se font, entre guillemets, beaucoup pamper, entre guillemets, par leur employeur, par leurs amis, par leur famille. Puis, il y a des très bons volets par rapport à ça. Tu sais, que les gens, les entrepreneurs, prennent beaucoup plus soin de leur santé mentale, prennent beaucoup plus soin de leur famille. Ça, je trouve ça que c'est très, 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 très bien. Par contre, guys, n'oubliez pas, au final, c'est un jeu. Et le jeu, il faut le jouer selon les règles, mais il faut le jouer pour performer. Si tu n'es pas là pour performer, c'est que tu n'es pas à la bonne place. C'est que tu n'es pas à la bonne place. Il n'y a personne qui va te dire que tu es beau et que tu es bon si tu n'es pas beau et si tu n'es pas bon. C'est comme moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, regarde, Charlie, je veux 10, 15, 20% de revalorisation salariale cette année parce que j'ai fait mes objectifs. Mais je te paye déjà pour que tu fasses tes objectifs. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base. Trouve-moi quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire plus? Comment tu vas en amener plus? Et les gens, quand tu leur demandes, OK, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mais sur 100 personnes, tu en as peut-être 7-8 qui vont te répondre quelque chose d'intéressant. Pas qui vont te répondre, mais qui vont te répondre quelque chose d'intéressant. Sont-tu prêts à affronter Charlie? Non, en plus, moi, je suis un mec bien, en fait. Tu sais, les gens, souvent, ils me disent, tu dois être intense. Oui, je suis intense parce que je suis quelqu'un de passionné. Puis souvent, les gens me disent, c'est quoi ta plus grande réussite dans les 10 dernières années? Moi, je suis pas là pour l'argent. C'est cool de faire un petit peu d'argent, c'est le fun, mais moi, ce qui me passionne le plus, avant, c'était plus mes clients, maintenant, c'est de faire évoluer les gens qui sont autour de moi dans mon équipe, en fait. Et donc, sur les 100 personnes à qui je demande, quand j'en ai 7-8 qui me donnent une bonne réponse, mais je vais mourir pour toi. Je vais mourir pour toi. Je vais m'ouvrir les veines. Je te le jure, je vais me battre comme si c'était pour moi. Il y a zéro stress. Et les gens, quand ils te rendent ça, c'est là où tu formes ton noyau dur. Ouais, c'est-à-dire que la loyauté se développe. Bien sûr. C'est bien magique, sûr que oui. là, ce que tu as dit là. Bien C'est sûr tellement que oui. précieux. Là. Bien sûr. Ça vient pas de tout le monde, malheureusement, parce que c'est pas tous les employés pour qui, justement, eux feraient l'inverse. Non. Puis je pense que ça passe beaucoup dans comment que nous, on embauche, encore une fois. Tu sais, si on choisit des gens qui nous donnent des piètres résultats, ben ça reste notre responsabilité, puis on peut pas la mettre sur leur dos. Non, puis encore une fois, tu sais, je veux dire, ça peut fitter avec toi comme ça peut ne pas fitter avec un autre. Je pense que, tu sais, dans une relation, peu importe le type, tu as toujours un fit entre deux individus. Ça, c'est la base de la relation. Qu'ensuite, elle soit exponentielle et que ça implique d'autres parties, fine. Mais si tu n'as pas cette base-là, si tu n'as pas ce lien fort-là, tu feras rien. Tu feras rien. On va passer à une petite séquence de questions un peu plus... je pourrais dire back-to-back. Ben, pas simple, là, mais back juste... to back avec moi, donc question on repart pour 1 heure, c'est ça? Exactement. Non, quelques questions rafales, OK? Juste quelques questions rafales. C'est bon. En fait, j'avais une question on sort du sujet complètement, mais tu es toujours sur la route. Ben, en fait, souvent sur la route sur les airs, sur les airs, ouais. La route des airs, Merci, entre Canada. le Québec et la France. Ouais. Puis comment tu fais pour garder une certaine routine ou une façon de travailler? En fait, en as-tu une ou est-ce que tu... Je suis très discipliné. Ouais, comment tu fais en suis, étant autant pas dans tes affaires, je peux dire... Ben en fait, quand je suis en France, ce qui est merveilleux, c'est que je commence ma journée donc à 8h, et entre 8h et 2h de l'après-midi, il n'y a rien qui se passe à part moi. Parce que tout le monde est au Québec. Donc je fais l'équivalent d'une journée, 1 journée et demie de job en l'espace d'une demi-journée. OK. Donc ça, c'est quand même incroyable. L'après-midi, je fais des longues journées. Donc ensuite, généralement, je travaille de 2h à 8h, voire 9-10h le soir parce que je catch up sur le rythme canadien.
Mais quand je suis en France, je suis une machine de guerre. Est-ce que tu as beaucoup de c'est- missions? Ouais, t'es toute seule, t'es pas dérangé. Tu rencontres des tellement gens avancer. souvent en France? je je me rencontre souviens souvent de ce des que gens. tu m'as Ouais, raconté. ouais. Fait que, tu sais, c'est les restaurants quand même, Ouais. sorties, tout ça. Ouais, ouais. Est-ce que tu as plus de plaisir à aller en France que de travailler ici? C'est un Comment? beat très différent. Ouais. Même en français, je veux dire, quand je suis chez mes parents, tu sais, je suis dans la montagne, je suis isolé, genre, il n'y a rien qui me bug. En fait, j'ai le contrôle. J'ai le contrôle sur tout ce qui est à l'extérieur de moi et qu'est-ce qui peut venir t'impacter en termes de OK, ça va me déranger, ça va me faire perdre du temps. Donc le fait d'avoir le contrôle, ça me permet d'être vraiment très, très, très productif. A contrario, quand je suis, mettons, en déplacement à Paris, quand je suis en déplacement à Marseille, quand je suis à Rennes, bref, peu importe, à Lyon, je suis plus en mode, OK, je suis là pour faire, entre guillemets, de la représentation, donc je viens serrer des mains, je viens rencontrer des partenaires. Faut pas que j'ai cette logique de, faut que j'arrive à rentrer tant de to-do de liste, enfin, tant de to-do dans ma Non, liste. parce que là, ça c'est marche juste, pas on comme ça. s'amuse, Ouais, puis tu sais, je veux cool. dire, la culture du travail en France et la culture du travail en Amérique du Nord, c'est pas la même chose. Va déjeuner avec un client, en 45 minutes, 1 heure, c'est rappé. Ici, on s'entend. En France, ça va passer 2 heures, 2 heures et demie à table. Tu vas passer 2 heures, 2 heures et demie à table. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu finis, tu sors du bureau, je sais pas, il est midi, midi et demi, tu arrives au restaurant, il est 1 heure. Tu reviens donc du restaurant parce que tu as quitté à 3 heures, il est 4 heures. À 4 heures, tu te fais un café. Tu commences en après-midi à 4 heures. Ça marche pas. Donc en fait, c'est juste contextualiser qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vas le faire. C'est une réponse très courte pour une question très Ah, compliquée. mais non, c'est bon. Et à partir de là, tu sais de t'adapter. Mais ça sert à rien de te flageller, de dire bon, ben regarde, je vais faire tout ça et puis tout ça, parce qu'au final, tu vas le botcher et ça va mal sortir. OK. Ouais, intéressant quand même parce que je trouve ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose de typique qu'on voit, là, quelqu'un qui va voyager justement comme ça entre le Québec puis la France pour. Moi, Parce que pas dans nos cercles d'entrepreneurs à nous. Mais même moi, dans les transports, moi, je travaille très bien dans les transports. Je veux dire, moi, j'adore Dans une foncièrement première classe? être à l'aéroport. Ça dépend. Ok. Première, non, là, mais des fois, je me gâte un petit peu, là. Ça Je m'en dépend allais si j'ai dire, des ça choses. coûte cher de voyager. Ben, ça dépend, parce que, tu sais, des fois, tu te fais surclasser, des fois, tu as des options Ouais. de surclassement qui sont pas chères. Moi, je suis beaucoup un média qui s'appelle Milesopedia, shameless plug, c'est un client, qui t'apprend justement à mieux voyager en économisant en fonction des Ok. cartes de crédit que tu as et des programmes de fidélité. Moi, ça a changé ma vie, là. Pour tout entrepreneur qui voyage, même si c'est pour le plaisir, je vous invite à redécouvrir, c'est insane. Et donc, tu sais, moi, j'arrive à l'aéroport, mettons 4-5 heures avant mon vol, je me mets au salon, puis je travaille, et je suis trop bien. Je suis trop bien parce qu'il n'y a personne qui me dérange. Ah, quand même seul. Est-ce que tu utilises Il le l'a pris Wi-Fi en dans note. l'avion? Oui. Ça ouais, marche bien. ouais, Je l'ai testé 2-3 fois. Mais pas terrible. La fois où je l'ai utilisé, où j'en ai eu le plus pour mon argent, c'est je rentrais de la Nouvelle-Orléans et c'était pour regarder une game de soccer de mon équipe préférée. c'est OK. Autre question rapide. Combien vous gérez en budget publicitaire? C'est aléatoire d'une année à une autre. Je pense qu'on est une agence qui gère des petits budgets médias, je dirais, dans l'ensemble. Tu sais, nos plus gros clients, ils sont aux alentours de 50, 60 000 mensuels. Tu vois. C'est vraiment, vraiment le max. Donc, je te dirais, sur une année, on doit être... Ouais, mais je veux dire, tu sais, on a un gros écart type. On a des Non, gens non, qui je sais, mais investissent. dans l'ensemble, mettons, Ouais. comment vous gérez là, mensuellement ou. 1 million par mois? Ouais, non, tu dois être aux alentours de 700, 750 000 piastres par quand mois, même. je pense. Ouais, Quand même, 700, c'est des gros 750 000 budgets. piastres. Ouais. Est-ce que tu préfères la vente ou le marketing? Ouf, c'est une assez bonne question, ça. Ah. Intrinsèquement, la vente. OK. Intrinsèquement, la vente, parce que j'aime tout ce qui se passe avant la signature. OK. Oui, le thrill et tout ça et compagnie, après le suivi du client et tout ça. Mais je trouve que c'est le plus beau métier du monde pour les émotions qui te fait vivre. Le marketing, c'est cool, c'est bien, t'es stimulé. Mais comment je pourrais dire ce que tu ressens, en fait... C'est moins L'adrénaline. émotionnel. Le Il marketing n'y a est moins pas émotionnel. d'adrénaline en Ben, marketing. Castique, mon visuel, il est beau. Non, mais tu sais, je veux dire, Non, mais tu peux nous- capoter sur ta campagne, les Non, retours. c'est ça, voilà. que Tu sais, je veux t'as. dire, en publicité, tu sais, je veux dire, nous, on a la chance, on a des clients qui sont arrivés à l'agence qui investissaient 1000 piastres par mois et qui sont passés à 1000, 2000, 3000 piastres par jour, tu vois. Et quand tu arrives avec un client et tu dis, bon, ben, je sais pas, moi, tu fais 10, je dis n'importe quoi de rentabilité à 1000 et je te garde ce 10-là de rentabilité à 40, 50, 60 000 piastres par mois. C'est insane! C'est insane! C'est là que C'est tu veux insane! David. Ça, C'est c'est hot. insane! C'est une bonne nouvelle à annoncer au téléphone. Comme Ouais. quoi, on a fait x12 avec les budgets, mais Ouais. le profit suit. Ah, tu sais, j'en ai un client là, tu sais, je veux dire, avec qui on travaille depuis un trimestre. Il a eu un Boxing Day qui était vraiment pas top, tu vois. Et je me suis dit, putain, fuck, franchement, c'est plate. Et finalement, ça s'est décanté la dernière semaine. Là, début janvier, on fait des scores incroyables. Donc, c'est ça, tu sais, t'as un côté un petit peu aussi. C'est comme un TV show, en fait. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, en fait? Donc, tu sais, c'est le fun. Mais ça, c'est juste en publicité, tu vois. Moi, j'ai pas
Je suis pas un créateur de contenu. Je fais pas de la photo, je fais pas de la vidéo, je travaille pas avec des créateurs et des créatrices de contenu, des influenceurs, je fais pas ça. Moi, j'aime le pragmatique, j'aime le binaire, j'aime le 1 et le 0, j'aime les campagnes publicitaires, j'aime des flows automatisés, j'aime des choses très cartésiennes. Mais la vente en premier lieu. C'est plus ton dada. My man. OK, nice. Deux autres rapides pour moi. Après, PL, je vais te laisser avec ta question de la fin. Je vais y aller avec celle-là. Moi, je t'ai connu sur LinkedIn. Ouais. En fait, il y a plusieurs années de ça, je pense c'est quand j'enseignais au DEP 2019. LinkedIn ou Facebook? C'est une bonne question. Je suis aussi peu actif sur les deux, ben honnêtement. Mais, Quoique je pense que je suis plus t'étais actif sur LinkedIn. Avant sur LinkedIn, hein? J'ai une très mauvaise discipline sur mes réseaux sociaux. Et c'est une reproche que m'a fait mon comité de direction l'année dernière. Ouais. Moi, je viens Et, de débrancher mes médias sociaux. Fait que- Ah, mais moi, enfin, tu vas voir mes deux cellulaires, j'ai les notifications des réseaux sociaux qui sont coupées. Ah, moi, j'en ai plus. Toutes. Je n'ai plus de notifications des réseaux sociaux depuis un petit bout. Oui. Mais je dirais, pour moi, LinkedIn, pour nos clients, Facebook. OK. Mais Facebook, Instagram, Messenger. OK. Puis TikTok aussi. Puis, J'en ai une compliquée. ouais. je me c'est doute. compliqué? Ouais. Ah, vas-y. Instagram ou TikTok? Ah, j'avoue. Entre les deux business. Personnellement, je suis un très gros consommateur de contenu sur Instagram. Je pense que TikTok, c'est trop compliqué pour mon petit cerveau, bien honnêtement. Non, mais bien honnêtement, tu sais, genre En fait, je voudrais avoir... En fait, je pourrais consommer du contenu sur TikTok, mais je pense que le temps d'éduquer l'algo pour avoir du contenu qui me plaît et créer du contenu sur TikTok, c'est compliqué. Ça demande du temps et j'ai pas ce temps-là. Alors sur Instagram, tu sais, je publie pas sur mon feed, mais je drop des stories, genre quand même pas mal. Puis ça me va. C'est pas trop compliqué. La création de contenu est le fun. J'ai la majorité de mes amis, tu sais, qui sont dans la trentaine, qui sont dessus. Donc je dirais ça. Plus facile. En perspective, ensuite, plus B2B, honnêtement, c'est dur de choisir. Ça dépend de l'entreprise, la stade de maturité, ça dépend des priorités d'affaires, ça dépend des marchés. Il y a beaucoup de paramètres. Mais TikTok est un bon outil à travailler, c'est le fun. La finale, France ou Québec? Bah, c'est terrible. C'est terrible. Je sais plus avec qui Désolé, j'avais fait ce j'avais jeu-là. pas le choix. La personne, elle m'avait dit, tu sais, genre des éléments, genre la gastronomie, genre les places, les gens et tout ça. Et à chaque fois, je devais répondre Québec ou France. Et ça avait fini un score exact et parfait. Ah ouais? Ouais, ça Similaire. avait fait. Comment je pourrais dire? La France m'a fait naître, le Québec m'a fait devenir celui que je suis, dans le sens où je serais, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'ai rien C'est fait dans ma poétique, vie. ça. Ouais, mais je le dis parce que tu sais, je veux dire, moi je voulais arrêter l'école à 14 ans, quoi. Puis je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais plus jeune, énormément de bêtises, vraiment beaucoup, tu vois. Et je sais pas si Bienvenue dans le club. beaucoup, ouais. Et je sais pas si j'avais pas eu la chance de voyager parce que oui, le Canada, ben, c'est là où je suis actuellement, le Québec, c'est là où je suis même depuis 15 ans. Mais pour moi, avant ça, il y avait la Chine, avant ça, il y avait le Royaume-Uni. Bref, c'est une articulation en fait de ces éléments qui m'amènent aujourd'hui à être ici puis à faire ce que je fais. Mais c'est dur de choisir. C'est comme si tu demandais de choisir entre la France et l'Espagne, le pays de mon papa et le pays de ma maman. C'est très dur. Donc je pourrais pas répondre. Ouais, D'accord. j'ai pas eu de joker C'est une bonne aujourd'hui, réponse. mais je vais aller avec le joker. J'utilise mon immunité. Ouais, voilà. Solide. PL, est-ce que tu veux finir avec ta question? Non? We wrap it like that? Good. Ben, je te remercie d'être venu Merci, les sur boys. notre podcast. Merci, Charlie. Bravo pour ton talent communicationnel hors pair, honnêtement. Ça paraît que ton talent de vente provient notamment de la compréhension, tu sais, du discours puis de la façon dont tu as de t'exprimer que je trouve c'est particulièrement sophistiqué. Puis je te remercie d'être là aujourd'hui. Puis j'ai été très apprécié de te recevoir. Donc, Merci beaucoup. Merci Merci d'être à là, vous, mon les ami. boys. Passez une belle fin de journée et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Yeah. Merci. aussi. Merci, bye bye. Yes. Ciao. Merci d'avoir été avec nous pour ce 14e épisode de la saison 2. Donc, j'ai hâte que vous voyez la semaine prochaine notre prochain invité. Très intéressant, entrepreneur aguerri qui a pris plus de 12 ans avant de voir son projet lever, commencer à être rentable pour lui. Stay tuned pour ce prochain épisode-là. Encore une fois, merci à vous. N'oubliez pas d'aller vous abonner. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, name it. On est un peu partout. À la prochaine.